Bonjour les premières, j'espère que vous allez bien. Donc du coup on se retrouve pour cette nouvelle vidéo concernant la partie numéro 2 de notre chapitre trigonométrie. La dernière fois on s'était intéressé aux valeurs de cosinus et sinus avec aussi des valeurs particulières. Aujourd'hui on va s'attaquer à ce qu'on appelle cosinus et sinus d'angles associés, c'est-à-dire en fait cette fois-ci on va voir qu'en fait le fait qu'on ait un cercle trigonométrique et qu'on connaît des valeurs précises, ça va aussi nous permettre d'en déduire des nouvelles valeurs par symétrie. Alors, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par écrire les deux premières propriétés. Au final, il y en a 4, donc j'ai écrit la moitié. Je vous laisse noter ça, donc je vous laisse mettre sur pause, je vous laisse noter ça. Et après, en fait, je vais vous expliquer avec un schéma d'où viennent ces deux propriétés. Donc du coup, on va s'attaquer à la première propriété. Donc bien sûr, pour ça, je dois faire un cercle trigo. Donc bien sûr, vu que moi je suis pas doué, je commence déjà par tracer mon cercle et après je fais mon repère. Bon, même comme ça donne pas forcément quelque chose de très joli, mais bon, on s'en fiche. Alors, on va s'intéresser à la première. Donc on nous dit que cosinus de pi plus x est égal à moins cos de x. Je place un point n'importe où. On va le placer ici, le point M. On est bien d'accord, ce point M, il a une abscisse et une ordonnée. On se rappelle que la valeur de l'abscisse ici, c'est cosinus de x, et ici c'est sinus de x, à condition bien sûr que mon point M est x en abscisse sur la droite des réels, c'est-à-dire qu'ici j'ai une distance de x, ou alors que là, j'ai un angle de x radians, c'est la même chose. Alors qu'est-ce qui se passe si je fais pi plus x? Ça veut dire que je dois faire pi, et après je dois rajouter cette distance-là. Forcément, si je fais ça, je vais me retrouver ici. Alors, là où mon dessin n'est pas ouf, voilà, je vais me retrouver ici. Ça, c'est mon point M', et il a pas x, mais il a pi plus x. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? Tout simplement, le segment M', par rapport à mon cercle trigo, il est un peu spécial, c'est un diamètre. C'est-à-dire que tout simplement, mon point M', si vous préférez, c'est le symétrique du point M par la symétrie centrale de centre O. C'est-à-dire qu'ils sont les deux diamétralement opposés. S'ils sont diamétralement opposés, s'il y a une histoire de symétrie, alors ça veut dire que ici le triangle, on va l'appeler OAM. Ça veut dire que si je faisais le triangle A'O', où A' serait aussi le symétrique, ces deux triangles seraient identiques. C'est pour ça que je te dis que mon dessin est moche. Je t'encourage, si tu en as la foi et la force, à le faire toi-même, avec un beau cercle, placer correctement un point, donc prends une valeur assez facile, mes 45 degrés ou mes 60 degrés, des choses qui sont faciles à faire, comme ça tu peux facilement voir et constater que ce que je dis c'est vrai. Donc ici on va se retrouver avec deux triangles qui sont identiques, puisque la symétrie centrale, je te rappelle, conserve les longueurs. Donc du coup je vais avoir cette longueur là qui correspond, je te rappelle, au sinus qui va être le même qu'ici, sauf que ici je serai du côté des négatifs. Donc c'est pour ça que j'ai dit que sinus de pi plus x est égal à moins sinus x. Il faut prendre la valeur négative. Et ces deux longueurs-là, elles sont identiques. Et je te rappelle, cette longueur-là, elle nous donnait le cosinus. Donc du coup, le cosinus de mon point M, c'est-à-dire cosinus de x, sera égal à moins cosinus de pi plus x, c'est-à-dire qu'on peut les réécrire dans ce sens-là en mettant le moins de l'autre côté, tout simplement. Donc la première propriété s'explique tout simplement par le fait que quand je passe de x à pi plus x, en fait, je fais un demi-tour de cercle, je fais une symétrie centrale de centre O, donc du coup les coordonnées sont complètement opposées. Pour le deuxième point, cette fois-ci, je pars de mon point M, et qu'est-ce que je fais? Mon point M, il a du coup x en longueur, x en abscisse, il fait x radian, tu prends l'expression que tu veux. Qu'est-ce que je fais? Je fais pi
moins x. C'est-à-dire que je dois faire pi, et après je dois enlever cette valeur-là. Donc je me retrouve, grosso modo, ici. Voilà. Si je dois comparer ces deux points-là, qu'est-ce que je constate? Je constate que c'est une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Si c'est une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, bah forcément, ils auront ici la même valeur. D'où le fait que j'ai mis que sinus de x, c'est-à-dire sinus de ce point-là, c'est-à-dire l'ordonnée du point M, est égal à sinus de pi moins x, c'est-à-dire au sinus de ce point-là, c'est-à-dire à l'ordonnée de ce point. Maintenant, si on devait comparer leur cosinus, c'est-à-dire ces deux-là, 1 et 2, et bon, on verrait que 1 et 2, ils auront la même partie numérique, mais ils auront des signes opposés parce qu'ils sont tout simplement opposés. Donc c'est pour ça que j'écris que cosinus de pi moins x est égal à moins cosinus de x. C'est-à-dire que le cosinus de ce nombre-là, c'est-à-dire le nombre en fait que je vais lire en 1, la valeur de 1, et ben c'est l'opposé de la valeur de 2, tout simplement. Donc ça c'était pour les deux premières propriétés. Alors bien sûr, pour ce chapitre qui est quand même difficile pour les premières, moi je vous conseille, vraiment c'est un site que je vous avais conseillé en début d'année, hein, Mathétique. Vraiment pour ce chapitre-là, je vous conseille encore plus d'y aller. C'est vraiment un cours, il est vraiment très très bien fait, très très bien structuré. Bon, rassurez-vous, j'ai pas reçu de l'argent pour vous dire ça, hein, mais vraiment, c'est un site que moi je m'en inspire beaucoup. Hein, je vous l'ai pas caché en début d'année, je m'en inspire beaucoup de la structure de son chapitre. Mais ce qui est bien aussi, et c'est là où c'est beaucoup utile dans ce chapitre-là, c'est qu'il met des vidéos explicatives, des petits tutos, comment faire des calculs, comment résoudre des équations, et on va justement après attaquer les équations. Donc peut-être que vous en aurez besoin, mais voilà, si jamais vous sentez que vous êtes un peu fébrile, allez jeter un coup d'œil là-dessus. C'est des petites vidéos qui sont moins longues que les miennes, hein. Elles durent un petit quart d'heure, voire 20 minutes grand maximum, et du coup, bah, dans chacune des vidéos, il aborde un point précis, comment lire des coordonnées correctement sur un cercle trigo, comment placer un point correctement sur un cercle trigo, comment résoudre une équation en utilisant les propriétés trigonométriques. Enfin bref, voilà, moi je vous conseille d'y jeter un coup d'œil, parce que du coup, je sais que c'est un chapitre qui n'est pas facile. Moi-même, quand j'ai été élève, c'est un chapitre que je n'ai vraiment pas apprécié. Alors, donc, là, on a vu deux propriétés. Une qui résultait de la symétrie centrale, en faisant un demi-tour de cercle. Une qui résultait de la symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées. Bah, il nous en reste deux à voir. Donc on va voir celle qui résulte de la symétrie axiale par rapport à l'axe des abscisses. C'est-à-dire que du coup, non, je dis n'importe quoi. Celle de l'axe des abscisses, on l'a déjà faite précédemment. Puisqu'on avait vu, c'était une des propriétés qu'on avait notées dans l'autre partie, parce que si je fais une symétrie axiale, en fait, je me retrouve en face. Pour me retrouver en face, du coup, je dois prendre ici cosinus x et de l'autre cosinus moins x. Et ça, on avait vu que les deux étaient égales, c'est une propriété qu'on avait vue en effet dans la partie précédente. Non, nous ici, ce qu'on va s'intéresser, du coup, c'est on va s'intéresser à sinus de pi sur 2 plus x. Voilà, je vérifie parce que c'est vraiment une partie où je fais facilement. En effet, donc sinus pi sur 2 plus x et cosinus de pi sur 2 plus x. Donc on va s'intéresser à ça, toujours par rapport à quoi? Toujours par rapport à notre point x, hein. Notre point M d'abscisse x. Alors, ici j'ai mon point qui est là, et je vais rajouter une valeur de pi sur 2.
Donc, c'est-à-dire que je vais l'envoyer en face. Mais je ne vais pas l'envoyer en face n'importe comment. C'est-à-dire, on va vraiment placer un point. Pour pas le truc, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit au milieu parce que sinon, ça va vous fausser les résultats. Je vais le placer ici. Donc, on va placer nos points M. Et ici, je vais rajouter pi sur 2. Si je rajoute pi sur 2, je vais me retrouver là. Et alors, qu'est-ce que je constate? Si tu le fais vraiment avec des bonnes valeurs, ça va être vraiment flagrant. Hein. Qu'est-ce que je vais constater ici? Eh ben, qu'en fait, mes triangles sont un peu inversés. La valeur que j'ai ici en ordonnée, je vais la retrouver ici au niveau de l'abscisse. Et la valeur ici de mon point en ordonnée, je vais la retrouver ici au niveau de l'abscisse. Donc ici, ça va se traduire comment? Eh bien, tout simplement, le sinus de pi sur 2 plus x, c'est-à-dire cette valeur-là, eh bien, ce sera égal au cosinus de x. Et le sinus... Attendez. Oui, et le cosinus, excusez-moi, le cosinus, donc, j'ai fait 2 fois la même chose. Non, c'est bon. Et le cosinus, c'est-à-dire la valeur qu'on va lire ici, eh bien, ce sera tout simplement la même chose que ça, mais en négatif, donc moins sinus de x. Voilà. Donc ça, c'est pour la troisième propriété. C'est tout simplement, en fait, parce que quand on effectue ça, eh bien, on crée des triangles un peu particuliers. Alors bien sûr, ça peut se démontrer. Hein. On peut le démontrer, mais je pense que les démonstrations vont commencer un peu à saturer. Hein. Mais voilà, en fait, quand on passe de x à pi sur 2 plus x, on crée des triangles où du coup les sinus et les cosinus sont inversés. Donc on inverse bien et on fait attention bien sûr à respecter les signes correctement. Et ensuite, la quatrième et dernière propriété, c'est tout simplement toujours avec pi sur 2, mais cette fois-ci au lieu de faire plus x, on fait moins x. Donc on se retrouve avec cos de pi sur 2 moins x et sinus de pi sur 2 moins x. Toujours par rapport à nos valeurs de x. Alors du coup, pareil, hein, on refait notre cercle et on essaye de voir si on peut deviner ce que ça va être. Alors, donc on fait notre cercle. Je place ici mon point M. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pi sur 2 moins cette valeur-là. Donc, c'est-à-dire, je dois faire pi sur 2 moins cette valeur-là, donc je vais me retrouver ici. Et donc là, en fait, on va avoir la même logique que tout à l'heure, sauf que il y aura peut-être des signes de ce qu'on a écrit ici qui vont être un peu différents. Ici, j'ai mon premier triangle. Là, j'ai voilà, un autre triangle. Et en fait, à nouveau, ce qui va se passer, c'est que cette longueur-là, c'est-à-dire l'ordonnée, ça va être la même ici que l'abscisse de mon premier triangle. Donc du coup, sinus de pi sur 2 moins x va être égal à cosinus x. Et du coup, si je regarde le cosinus de pi sur 2 moins x, c'est-à-dire cette longueur-là, hein, je te rappelle, et bien celle-là, ça va être la même que cette longueur-là, c'est-à-dire ça va être la même chose que sinus x. Donc on va se retrouver avec cosinus de pi sur 2 moins x est égal à sinus x. Bon, bien sûr, je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur en vous donnant ces formules-là, que comme je vous ai dit, j'ai un peu tendance... Ok, c'est bon.
Donc voilà, ici 4 propriétés. Ces 4 propriétés, en fait, vont nous être extrêmement utiles pour résoudre des équations trigonométriques, c'est-à-dire des équations faisant intervenir cosinus et sinus. Ben justement, on va regarder un exemple ensemble. À quoi peuvent servir ces propriétés? Alors ces propriétés, vraiment, si vous avez compris le cercle trigo, vous êtes capable de les retrouver de manière assez intuitive. Bien sûr, en faisant attention. Moi, c'est ce que je fais, j'essaie de les retrouver de manière intuitive. Mais du coup, je fais quand même attention parce que mon cerveau en trigo a un peu tendance à mélanger parfois certaines formules ou certaines notions. Vraiment, c'est un chapitre, étant donné que c'était l'un des chapitres que j'ai le plus détesté en tant qu'élève. Peut-être que mon cerveau fait un peu de forcing, il veut pas trop associer, il veut pas trop revoir ces notions-là, donc j'essaye quand même de faire attention. Alors du coup, ce qu'on va faire, exemple, et je vais vous demander de résoudre 2 équations. Rassurez-vous, elles ne sont pas extrêmement compliquées. Le but, ça va être de trouver les valeurs de x, donc de résoudre des équations. La première, c'est cosinus x égale racine de 3 sur 2. Alors, résoudre les équations suivantes. La première, cosinus x égale racine de 3 sur 2. Et la deuxième, sinus x égale moins 1/2. Donc, je te laisse mettre sur pause. Essaye de réfléchir à une stratégie, à comment tu ferais. Après, tu vois, j'ai quand même choisi des valeurs un peu spéciales. Enfin, j'ai recopié des valeurs un peu spéciales. Ce que je vous ai dit, vraiment, ce chapitre-là, moi, je m'en inspire très très fortement de Monsieur Monca, qui est sur mathétique. Donc, il a choisi ces valeurs-là, bien sûr, pour une bonne raison. Un cosinus avec un racine de 3 sur 2, normalement, ça doit te faire penser à quelque chose. Alors, du coup, ce qu'on va faire, bien sûr, je t'encourage à garder en tête qu'on est dans un cercle trigo. Donc ici, cosinus de x égale racine de 3 sur 2, ça veut dire quoi? Ben, ça veut juste dire qu'il faut que je me place sur l'axe des abscisses en racine de 3 sur 2 et que je regarde quels sont les points qui respectent cette condition sur le cercle. Déjà, je sais que je vais avoir 2 solutions. Je vais avoir le point A et je vais avoir le point B. Maintenant, à moi de trouver, ici, j'ai combien comme longueur et ici, j'ai combien comme longueur. Parce que si j'arrive à trouver ça, ben, j'ai trouvé les valeurs de x pour que cosinus de x soit égal à racine de 3 sur 2. Alors, normalement, un cosinus avec un racine de 3 sur 2, ça doit te rappeler quelque chose. Ça doit te rappeler un pi sur 6. Puisqu'on a vu dans le tableau qu'on a tracé ensemble la dernière fois, que lorsque x valait pi sur 6, alors le cosinus valait racine de 3 sur 2. Ça va, j'ai compris, je vais te mettre l'accord. Ouais, vas-y, maintenant. T'aimes vraiment pas les maths. Oui, je parle à mon chat, et alors? On avait vu dans le tableau des valeurs remarquables que cosinus de pi sur 6 est égal à racine de 3 sur 2. Donc déjà ici, je sais que mon point B c'est pi sur 6. Une de mes solutions, on a cos de pi sur 6 égale à racine de 3 sur 2. Donc, x1 égale pi sur 6. Alors si j'écris juste ça, c'est faux. Alors bien sûr, il faudrait mettre aussi un x2 pour le point A. Mais ici, juste mon x1, il est faux.
il est incomplet, parce qu'en fait, ça va pas être que pi sur 6, mais ça peut aussi être 13 pi sur 6. C'est-à-dire quand j'ai fait un tour et je retombe encore pile dessus. En fait, le point B ici, c'est pas un seul point, c'est une accumulation de plusieurs points. C'est vraiment une pile de points, et j'ai une infinité de points sur cette pile-là, parce que je peux faire une infinité de tours. À chaque fois, je m'arrête là, après, oh non, je refais un autre tour, oh non, je refais un autre tour. Donc on n'oublie pas d'indiquer plus k fois 2pi, où k appartient à grand Z. Et pour x2, bah, à ton avis, ce point-là, pour avoir la même abscisse, eh ben, rappelle-toi, on a vu une propriété qui nous disait que cos de x était égal à cos de moins x. Donc, si je veux avoir deux abscisses identiques, cos de x égale cos de moins x, ça veut bien dire abscisse du premier point égale abscisse du deuxième point, et bien il faut que mes valeurs de x ici soient opposées. Donc, si ici j'ai pi sur 6, et bien là j'ai moins pi sur 6. Plus k fois 2pi. On va mettre k' ici, où k' appartient à grand Z. Voilà. Donc ça, c'était pour la première. On va maintenant faire la deuxième. Alors bien sûr, je sais que cette partie-là, c'est, je dirais, la partie que vous allez le plus détester dans la partie trigo, c'est en fait résoudre des équations trigonométriques. Puisque en fait, si vous avez du mal à visualiser votre cercle trigo, vous allez avoir du mal pour faire le cercle trigonométrique. Si vous avez du mal à apprendre vos valeurs particulières de votre cercle trigo, ben vous allez avoir du mal à résoudre les équations trigonométriques. Si vous n'avez pas très bien compris comment fonctionnait l'enroulement de la droite autour du cercle, et ben vous allez aussi avoir du mal à résoudre les équations trigonométriques. En fait, pour pouvoir bien résoudre les équations trigonométriques, il faut avoir bien compris tout ce qu'on a vu sur les deux parties jusqu'à maintenant. Donc c'est pour ça que ça va être une partie peut-être que vous n'allez pas trop aimer. Mais bon, vous avez voté. Hein. Et de toute façon, il faut bien le faire à un moment ou à un autre de la vie. Alors après, rassurez-vous, en terminale, vous n'allez pas beaucoup utiliser ça. Je le répète, en terminale, ce que vous allez le plus utiliser, ben, ça va être les 3 premiers chapitres qu'on a fait en début d'année, de l'année, c'est-à-dire second degré, dérivée et suite. Ensuite, je vous ai dit exponentielle aussi. D'accord? Donc dérivée, fonction, suite et exponentielle, c'est vraiment des choses que ça va constituer pas loin de 70%, voire 80% de votre programme de spécialité de mathématiques de l'année prochaine pour ceux qui vont continuer. Ça, vous allez en voir quand même encore un peu. Mais pas beaucoup. Donc rassurez-vous. Alors maintenant on fait le deuxième. Cette fois-ci on veut sinus. On veut trouver la valeur de x pour que son sinus soit égal à moins 1,5. Alors cette fois-ci, du coup, mon dessin va changer. Ce que je veux, moi, donc je vais le faire ici. Donc ce que je veux, c'est trouver des points pour lesquels leur sinus vaut moins 1,5. Ça veut dire qu'il faut que je me place ici, en moins 1,5. Et du coup, bah, j'aurai à nouveau 2 points. J'aurai le point A et j'aurai le point B. Alors, un sinus avec 1,5, normalement, ça doit vous faire penser à quelque chose. Ça doit vous faire penser à racine de 2 sur 2. On sait que le point qu'il y a ici, 1,5, en sinus, c'est racine de 2 sur 2. D'ailleurs, ce point-là, il est un peu spécial parce que on avait vu qu'il avait aussi son cosinus qui valait racine de 2 sur 2. Alors, sauf que, vous voyez, quand je vous disais que mon cerveau avait tendance à confondre un peu les choses, ah là là. Racine de 2 sur 2, c'est bien sûr pour pi sur 4, hein, j'ai un peu inversé
dans ma tête. Ici, on a vu que 1/2, plutôt, le sinus qui valait 1/2, c'était pi sur 6. Donc ici, je sais que j'ai pi sur 6. Alors, si ici, j'ai pi sur 6, moi, ce que je veux, c'est avoir celui qui est en face. C'est-à-dire, je dois faire ici une symétrie axiale par rapport à l'axe des abscisses. Si je fais cette symétrie, et ben du coup ici, forcément j'ai la même longueur, je l'envoie en face. Donc forcément ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins pi sur 6. Si ici j'ai moins pi sur 6, celui qui est en face, et ben du coup c'est par rapport à l'axe des ordonnées. Si c'est par rapport à l'axe des ordonnées, ça va être moins pi plus pi sur 6. C'est-à-dire moins pi, et j'enlève pi sur 6. Enfin, je rajoute pi sur 6. Donc ici, j'ai trouvé mes deux solutions. Donc petit b. On a sinus de pi sur 6 égale 1/2. Donc, sinus de moins pi sur 6 égale moins sinus de pi sur 6 égale moins 1/2. Donc, x1 est égal à moins pi sur 6 plus k fois 2pi, où k appartient à grand Z. Alors grand Z, je vous rappelle, hein, c'est juste des nombres relatifs. Là, c'est juste pour dire que c'est un nombre entier, puisque je vous rappelle, les nombres relatifs sont des nombres entiers. C'est un nombre relatif, donc c'est juste un nombre entier, positif ou négatif. Donc ça veut dire qu'on fait des tours comme ça, dans le cas où c'est positif, ou alors des tours comme ça, dans le cas où c'est négatif. Ensuite, donc ça c'était pour notre x1. Maintenant, il faut qu'on explique pour le x2. Donc on a or sinus de pi moins x est égal à attendez, j'ai un petit doute. Pour pouvoir bien rédiger ça. Oui, c'est bien ça. Sinus de pi moins x est égal à sinus de x. C'est bon. Or, sinus de pi moins x est égal à sinus de x. Donc, sinus de pi moins pi sur 2 de moins pi sur 2 va être égal à sinus de moins pi sur 2. Ici, mon x, hein, c'est moins pi sur 2. D'accord? Donc, j'oublie pas qu'il y a deux moins qui suivent. Ici, mon x, c'est bien pi sur 2. Ainsi, sinus de pi plus pi sur 2 va être égal à moins 1/2. Nous, c'est ce qu'on veut. Hein. Rappelez-vous, hein, nous, on veut trouver les valeurs de x pour lesquelles sinus de x est égal à moins 1/2. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à simplifier cette écriture-là. Pi plus pi sur 2, bah, si on regarde le cercle trigo, c'est pi, et je rajoute pi sur 2. Alors pourquoi j'ai mis pi sur 2 alors que c'était pi sur 6? Ça, c'est une excellente question. Ah, et ici, je rajoute pi sur 6. Donc pi, et après, je rajoute pi sur 6. Je ne sais pas ce que j'ai avec pi sur 2 aujourd'hui. Donc du coup, pi plus pi sur 6, ça va nous donner quoi? Bah, ça va nous donner tout simplement 7 pi sur 6.
Alors ici, 7pi sur 6, vous avez deux manières de le dire. Soit vous laissez 7pi sur 6, parce que du coup vous passez dans le sens trigonométrique, ou alors, si on vous demande la mesure principale de l'angle, ben vous êtes obligé de prendre la valeur négative, parce que ben, vous parcourez moins de chemin en faisant ça qu'en faisant le reste. Le segment rouge, l'arc de cercle rouge est plus petit que l'arc de cercle noir. Donc ici, on va quand même donner la valeur de la mesure principale de l'angle. Donc du coup, or 7pi sur 6 n'appartient pas à notre intervalle moins pi, hein, c'est-à-dire l'intervalle qui nous permet ici de trouver les mesures principales. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, ici, on va trouver son contraire, c'est-à-dire la valeur ici qui correspond. Ben, ici, tout simplement, ce sera moins 5pi sur 12. Alors, comment je sais que c'est moins 5pi sur 12? Ben, tout simplement, ici, j'ai fait 7pi sur 12. Ben, je dois faire combien pour terminer mon cercle, c'est-à-dire faire 2pi, c'est-à-dire faire 12pi sur 12? Et bien ici, je dois faire 5pi sur 12. Et pourquoi je mets un moins? Et ben parce que tout simplement, moi, je vais de là à là. Moins 5pi sur 12. Et donc, du coup, on conclut. Hein, ainsi, x2 est égal à moins 5pi sur 12 plus k' fois 2pi, où k' appartient à grand Z. Voilà, donc là, vous pouvez voir que si votre tableau, vous ne le connaissez pas correctement, c'est-à-dire si vous vous êtes trompé un peu comme j'ai fait au tout début, hein, je me suis un peu emmêlé les pinceaux en vous parlant de racine de 2 sur 2, enfin... Voilà, et ben, du coup, vous allez mal faire votre exercice. Sauf si ben, vous vous en rendez compte, comme moi, hein, moi je m'en suis rendu compte, fort heureusement. Hein, et du coup, ben, j'ai pu me corriger. Donc vraiment, on vous demandera, on sait que c'est déjà compliqué comme ça, que c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. On va pas vous mettre des équations avec des valeurs où vous n'arriverez pas à démarrer. On va vraiment essayer de faire des choses accessibles. Le but ici, c'est qu'en fait, votre cerveau prenne l'habitude d'utiliser ce qu'il a appris en trigo pour les équations. Le but, ça va pas être de résoudre des équations ouf, mais ça va juste être de résoudre des équations pour que vous soyez habitué en fait à résoudre des équations dans le cercle trigo. Et bien sûr, ce qui est extrêmement important, hein, on n'oublie pas à chaque fois ces choses-là. Ça, on ne l'oublie pas. C'est extrêmement important. Parce que, en fait, ce que vous devez bien comprendre, c'est que à partir du moment où on aura cosinus et sinus, on n'aura pas une solution. On n'aura pas deux solutions, mais on aura deux couples d'une infinité de solutions. Ici, j'ai une première infinité de solutions. Et là, j'ai une deuxième infinité de solutions. D'accord? Donc, on n'oubliera pas. Parce que, peu importe où je vais me placer sur mon cercle, peu importe, excusez-moi, je vais me placer sur mon axe des abscisses, et j'aurai deux points qui vont lui correspondre. Donc, ça veut dire que peu importe où je vais me placer sur l'axe des abscisses, ici, donc ici, j'ai une longueur de cosinus de x, et j'aurai forcément deux points qui vont correspondre à cette valeur-là. Bien sûr, à condition que cosinus de x soit compris entre moins 1 et 1, c'est-à-dire de là à là, puisqu'ici j'ai un 0. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que j'aurai un cosinus de x compris entre moins 1 et 1, j'aurai deux points sur mon cercle qui vont justement respecter cette abscisse-là. Et vu que un point, c'est un empilement de points de mon axe des réels, c'est-à-dire que ce point-là, j'en ai pas que un sur la droite des réels qui vient dessus, j'en ai un, et après j'en ai encore un autre ici, après j'en ai encore un autre. À chaque fois, ils sont séparés de 2pi, mais ça va aussi dans l'autre sens. Et en plus de ça, j'ai ce point-là aussi. Donc bien sûr, tout ça, on ne l'oublie pas. Hein. On n'oublie pas que du coup, on aura deux solutions. Pareil pour le sinus. Pour le sinus de x, si je prends un point
compris entre moins 1 et 1, c'est-à-dire un point ici compris entre là et là, bah forcément, j'ai qu'à le mettre ici, hein, j'aurai 2 points sur le cercle qui vont respecter cette condition. Donc j'aurai, à chaque fois que j'aurai sinus x, puisque ici c'est sinus x, hein, chaque fois que j'aurai sinus x, eh ben, j'aurai 2 fois une infinité de solutions. Donc bien sûr, on n'oublie pas ça, c'est important de garder bien ça en tête. Alors rassurez-vous, là on a quasiment terminé ce chapitre. Hein. La partie trigo, comme je vous ai dit, hein, elle n'est pas très longue. Mais voilà, là où ça va être un peu chiant, c'est de bien apprendre ses propriétés, de bien apprendre son tableau. Parce que si vous avez bien appris ces deux choses-là, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à faire les équations. Et donc du coup, alors on est à combien de temps? On est à 36 minutes, c'est très bien. On ne terminera pas aujourd'hui, hein, bien sûr, mais on va bientôt terminer. On terminera lundi, je pense, ce chapitre-là. Et après, on attaquera votre chapitre préféré, c'est-à-dire les vecteurs. Alors là, cette fois-ci, on va donc laisser un peu de côté le cercle trigo. Et on va en fait étudier les fonctions cosinus et sinus. Donc là, on va mettre un grand 2. Les fonctions cosinus et sinus. Alors, les fonctions cosinus et sinus, alors bien sûr, pour étudier les fonctions, bah, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Quand on étudie une fonction, bah, c'est sa dérivée, son tableau de variation, et si on peut, son tableau de cycle. Donc, grand 2. Fonction cosinus et sinus. Alors, pour pouvoir tracer cette fonction-là, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement comprendre comment... Qu'est-ce qui est associé à quoi? Je m'explique. Donc, ça, ce que je vais noter, vous ne le notez pas. Hein. Donc, on a notre cercle trigo. Et là, on va s'intéresser à la fonction cosinus. Ici, on a notre droite des réels hein, qui va venir s'enrouler. Mais en fait, ce qu'on fait pour pouvoir tracer la fonction cosinus, c'est tout simplement, à chaque fois que je vais prendre un point x sur ma droite des réels, donc on va prendre ici x1, ici on va prendre x2, ici on va prendre x3, là, ces points-là vont aller sur le cercle. Donc ici, je vais me retrouver avec x3, là, je vais me retrouver avec x1, là, je vais me retrouver avec x2, on va dire. On va même faire passer le x2 de l'autre côté, on va le mettre ici. Ben, ces points-là, on est d'accord, ils ont tous les trois des valeurs de cosinus. Ici, on va mettre un petit 3, ici on va mettre un petit 1, ici on va mettre un petit 2, bien sûr. Le petit 1 va correspondre à cosinus de x1, le petit 2 va correspondre à cosinus de x2, et le petit 3 va correspondre à cosinus de x3. Et bien en fait, c'est ce qu'on représente sur notre graphique quand on veut tracer la fonction cosinus. Ici, on met les valeurs de x, et là, on met les valeurs de cosinus de x qu'on pourrait lire. Donc ici, imaginons que x3, ben, j'avais pris pi sur 6. Que x1, j'avais pris pi sur 2. Non, peut-être, non, pi sur 4, pi sur 3, on va mettre. Et que x2, eh ben, j'avais pris... Bon, bien sûr, on va mettre pi sur 4. Et ici, vu qu'il est de l'autre côté, eh ben, on va mettre pi sur 2 plus pi sur 6. Voilà.
Et bah du coup, ce que j'aurais lu dans les différents cosinus, pour pi sur 6, donc cosinus de pi sur 6, on a dit que c'était racine de 3 sur 2. Cosinus de pi sur 4, on a dit que c'était racine de 2 sur 2. Et alors, ok. Oui, si, c'est bon. Et donc du coup, cosinus de pi sur 4, ici, hein, c'est racine de 2 sur 2. Et on a dit que x2, c'était pi sur 2 plus pi sur 6. Donc du coup, si je prends mon point pi sur 6 qui est là, qui est normalement Ah, mais il est mal mis mon point x2. Non, si, il est bien mis. Si, il est bien mis. Du coup, ici, il faudrait que je le lise. Et donc pour ça, ben, bien sûr, j'utiliserai la formule qu'on a notée avant, hein, qui permet de relier le cosinus de pi sur 2 plus quelque chose. Et donc du coup, le cosinus de pi sur 2 plus pi sur 6, ce serait égal à l'opposé du sinus de pi sur 6. Donc ici, on a dit qu'on avait pi sur 2 plus pi sur 6. Et on sait que le cosinus de pi sur 2 plus pi sur 6, c'est l'opposé du sinus de pi sur 6. Et le sinus de pi sur 6, c'est 1/2. Je pense, c'est 1/2. Je vais vérifier. Ouais, c'est bien ça. Donc ici, on a moins 1/2 pour le cosinus. Et bien du coup, ici, ça veut dire quoi? Si je veux commencer à tracer ma fonction, et ben, je vais me placer en x1. Donc on a dit x1, c'était combien? Pi sur 4. Donc ici, je place pi sur 4. Et je vais faire correspondre pi sur 4 à combien? On a dit pi sur 4, donc c'est mon... Alors là, j'avais pi sur 4, c'est mon x1. Donc, je fais correspondre pi sur 4 à racine de 2 sur 2. Donc ici, j'ai un premier point. Après, je prends pi sur 2 plus pi sur 6. Alors, pi sur 2 plus pi sur 6, on va essayer de... On sait que ça va être après pi sur 4. Donc, on va le mettre ici, hein, pi sur 2 plus pi sur 6. Alors, bien sûr, moi, je fais approximativement. Hein. Ben, pi sur 2 plus pi sur 6, on a dit que son cosinus était moins 1/2. Donc ici, je descends à moins 1/2 et ça me fait un deuxième point. Et je fais la même chose pour x3. x3, on a dit que c'était combien? x3, on a dit que c'était pi sur 6, donc je me place sur l'axe des abscisses en pi sur 6. Et je vais jusqu'à 3 racine de 3 sur 2, c'est-à-dire ici, grosso modo. Voilà, avec mes 3 points, je commence déjà à avoir un début de représentation graphique. Et on imagine qu'en fait, je fais ça pour tous les nombres de ma droite ici. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, eh ben, je vais avoir un empilement, je vais avoir la répétition de la même fonction. C'est-à-dire, en fait, si je veux avoir la fonction cosinus, tout ce que j'ai à faire, eh ben, c'est de calculer les cosinus de toutes les valeurs de x qui sont compris entre 0 et 2π, puisque si je fais ça, eh ben, je couvre l'ensemble du cercle une première fois. Et une fois que j'aurai fait ça, eh ben, tout ce qui va se suivre, ça va être, je vais recommencer encore. Donc c'est pour ça que vous allez voir, la représentation graphique de la fonction cosinus, ça va être quelque chose de périodique, quelque chose de cyclique, quelque chose qui se répète. Alors j'espère que cette explication ne vous embrouille pas. Mais du coup, ce qu'on obtient en fait, quand on fait la fonction cosinus, on obtient vraiment quelque chose d'identique. Pour bien sûr, le minimum qu'on puisse avoir est toujours le même. On a au minimum moins 1. Est-ce que c'est surprenant
Non, hein, rappelle-toi sur ton cosinus, on a dit que la fonction cosinus était comprise entre moins 1 et 1. Donc bah, forcément ici j'ai moins 1. Forcément ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 1. Et du coup, en fait, ce que j'ai, c'est vraiment la répétition d'une seule unité, celle-là. Cette répétition-là, en fait, c'est tout simplement un cercle, un tour de cercle. Ça, c'est un tour de cercle. Ça, c'est un autre tour de cercle. Ça, c'est un autre tour de cercle. Donc, grosso modo, concernant la fonction cosinus, ce qu'on va noter, c'est que tout simplement, la fonction cosinus, elle est périodique, de période de pi. Alors, une période, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends deux points qui sont situés à la même hauteur sur un élément, c'est-à-dire je prends cet élément-là, en général on a tendance à prendre le maximum ici. Je vais devoir attendre d'avoir une distance de ma période pour retrouver le même point sur un autre schéma, sur un autre motif. Voilà, sur un autre motif. Donc en fait, vous prenez un point sur un motif, et vous regardez, vous devez parcourir combien de distance sur l'axe des abscisses pour retomber sur le même point, mais qui est cette fois-ci sur un autre motif. Ça, c'est ce qu'on appelle la période. Et bien ici, pour aller de là à là, j'ai une longueur de 2π. Tout simplement pourquoi? Parce que 2π, on a dit que c'était la longueur de notre cercle, et donc avant que ça se répète, il me faut une longueur de 2π. Il faut attendre que je fasse un tour de cercle. Ensuite, ce qu'on peut dire, on peut ici trouver des valeurs un peu particulières, à condition bien sûr que votre schéma soit bien quadrillé. On peut ici lire des valeurs un peu particulières. Par exemple, ici, la première fois que je vais être à moins 1 en cosinus, ça va être moins pi, du côté négatif. La première fois que je vais avoir un sinus de moins 1 du côté positif, ce sera pi. D'ailleurs, moins pi et pi, on se rappelle, c'est les mêmes points. Après, si je continue, et que là, du coup, ça fait ça, et ici, la prochaine fois, dans le côté positif, où je vais avoir moins 1 en sinus, ça va être pour, cette fois-ci, 3π, c'est-à-dire 2π plus pi. Vous voyez qu'ici, pour passer de pi à 3π, on a bien 2π. Pareil, ici, on a 0. La prochaine fois où j'aurai 1 en cosinus, ce sera 2π. Du côté négatif, ce sera moins 2π. En fait, ce qu'on a, c'est que si vous prenez un point, par exemple moins pi et pi, on est d'accord, c'est les mêmes. Hein. Moins pi et pi sont exactement les mêmes. Sur votre cercle trigo, si vous placez moins pi et pi, ça va être exactement les mêmes. Moins 2π et 2π sont aussi exactement les mêmes. En fait, ce qu'on a, c'est que par rapport à l'axe des ordonnées, on a une symétrie. On a la même chose à gauche, la même chose à droite. Donc ça, c'est aussi une autre caractéristique qu'on va noter, rassurez-vous. Hein. Ça, vous n'avez pas besoin de le noter. Si vous avez envie d'avoir une représentation graphique de la fonction cosinus, vous allez sur Mathétique, vous faites une capture d'écran et vous l'imprimez. Vous allez dans son chapitre trigonométrie, vous allez dans la partie numéro 2, puisqu'on est pareil dans la partie numéro 2, et vous allez du coup dans la partie fonction cosinus et sinus, représentation graphique, et vous prenez la représentation graphique de la fonction cosinus et de la fonction sinus. Donc ça, c'est pour la fonction cosinus. La fonction sinus, ça va être exactement la même chose, sauf que la fonction sinus va être un peu décalée. Elle va être un peu décalée, pourquoi? Parce qu'il va falloir respecter les conditions de la fonction sinus. C'est-à-dire que lorsque j'aurai pi, son sinus, ce sera 0. Donc il faudra que à pi corresponde 0. Quand est-ce que j'aurai moins 1 en sinus? Moins 1 en sinus, ça va être aux valeurs de moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Et 1, quand est-ce que je l'aurai? Ce sera la valeur de pi sur 2. Pi à chaque fois, après on décale pour toutes les valeurs de 2pi.
Donc voilà pour les fonctions cosinus et sinus. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. C'est de prendre votre figure, votre représentation graphique, et de bien comprendre qu'en fait, ce qu'on fait tout simplement, quand on représente la fonction cosinus par exemple, alors là, j'ai mal fait, puisque le maximum ici, bon, c'est pas grave. Bien sûr, on estime qu'à chaque fois c'est la même chose. Hein. Bon, ça, ici, c'est clairement pas le cas. Hein. J'essaye de m'appliquer. Voilà, on va dire. Hein. En fait, ce qui se passe, tout simplement, c'est que ici, c'est notre point de départ. Ici, c'est notre point de départ. Donc ici, je regarde, j'ai combien. Tout ce qu'on va faire, nous, durant tout le long, à chaque fois que je vais me déplacer sur le cercle, je vais lire, j'ai combien sur la valeur bleue. D'accord? Donc, nous, on démarre ici avec notre point de départ, les deux sur le 0. Et après, bah ici, je regarde, j'ai combien sur mon axe bleu? Et ben, j'ai 1. Donc, mon 1 se trouve ici. En fait, tout ce qu'on va faire, c'est je vais me déplacer sur le cercle dans le sens positif. Et à chaque fois que je vais me déplacer, ben, je vais lire la longueur, la valeur en bleu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout. Vous allez comprendre, j'espère. Hein. Donc ici, je me déplace un tout petit peu. Donc mon point O, je le déplace un tout petit peu sur le cercle. Ici, ça me fait déplacer un tout petit peu sur l'axe des abscisses. Je me stoppe, je lis la valeur sur mon axe bleu. J'ai combien? Donc ici, je me déplace un petit peu. Vraiment un tout petit peu. Hein. Donc ça va me donner une valeur bleue ici. Ben, cette valeur bleue, je vais la retrouver ici. Puisque là, c'est mon deuxième point rouge. Ensuite, je me déplace. Donc ici, on voit que forcément, bah, les valeurs, qu'est-ce qu'elles font? Les valeurs bleues de là à là, elles vont diminuer. C'est pour ça qu'ici, c'est décroissant. Ça diminue. Ça va diminuer jusqu'à combien? Bah, ça va diminuer jusqu'à moins 1. Donc ici, ce que je vais faire, je vais vous faire apparaître certaines valeurs particulières. Peut-être que ça va vous aider en repère. Donc ici, mes valeurs de cosinus diminuent. À ce point-là, ma valeur de cosinus, elle est nulle. Donc ici, à ce point-là, je vais le retrouver ici. Le troisième point sera ici. Ce point-là, ma valeur de cosinus est la plus petite possible et elle vaut moins 1. Et bien, il sera ici. Et tout ce segment-là, et ben c'est en fait ce segment-là. Tout ce segment-là, et ben c'est en fait ce segment. Après, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ma valeur de cosinus ici, quand je vais me déplacer sur le cercle, ma valeur de cosinus va augmenter. Elle va augmenter dans un premier temps jusque là. Ici, j'ai une valeur de 0 en cosinus, donc jusque là. Après, ce qui va se passer, c'est qu'elle va augmenter jusqu'ici. Et là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on est? Ben, on repasse dans les valeurs positives. Et ben, c'est donc cette partie-là. Celle-là. C'est celle-là. Celle-là. C'est celle-là. Celle-là. C'est celle-là. Et celle-là, c'est celle-là. Donc ça, c'est un tour de cercle. Bon, ensuite, quand je vais repartir ici pour un nouveau tour, eh ben, je vais refaire exactement la même chose. Je vais enchaîner la partie des croix. J'enchaîne la partie des croix. Après, j'enchaîne la partie des ronds. Après, j'enchaîne la partie des hachures bleues. Et après, je vais enchaîner la partie des hachures rouges.
Donc c'est pour ça qu'en fait on a une répétition, parce qu'en fait on fait que de tourner, et à chaque fois on lit les valeurs de cosinus, c'est-à-dire les valeurs obtenues sur cet axe-là. Pour le sinus, ça va être la même chose, sauf que l'axe bleu, c'est-à-dire l'axe sur lequel je vais faire la lecture, ce sera l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe des sinus. Mais la logique va être exactement la même. Et si vous faites ça, vous allez obtenir les représentations graphiques que vous avez sur Mathétique, en partie 2 du chapitre trigonométrie de première. Dans la partie fonction cosinus et sinus, petit a, représentation graphique. Donc vous aurez quelque chose qui va être périodique et quelque chose qui va être, pour la fonction cosinus, symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Pour la fonction sinus, vous aurez quelque chose de symétrique aussi, de périodique aussi, excusez-moi, périodique toujours de 2π. Par contre, l'axe de symétrie ne sera pas au niveau de l'axe des abscisses, mais vous aurez cette fois-ci une symétrie par rapport à excusez-moi, la droite parallèle à l'axe des ordonnées, passant par π sur 2, ou par moins π sur 2, ou par 3π sur 2, ou par 5π sur 2. Enfin bref, quelque chose en π sur 2 avec un nombre impair au numérateur. Pareil, pour vos fonctions cosinus, vous avez un axe de symétrie au niveau de l'axe des ordonnées, mais vous avez aussi un axe de symétrie au niveau de 2π, au niveau de 4π, au niveau de 6π, au niveau de moins 2π. Alors là, vous avez un axe de symétrie ici constant. Voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors pour la partie grand 2, vous n'avez rien noté, c'est normal. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous faire noter ce qu'on vient de dire. Ce qui compte, moi, pour aujourd'hui, c'est que vous ayez compris l'importance de la dernière vidéo, c'est-à-dire des valeurs qu'on a notées, des propriétés qu'on a notées, et en quoi on peut utiliser ces propriétés pour résoudre les équations comme on a résolu précédemment. Alors pour ceux qui veulent des exercices supplémentaires, des équations pour s'entraîner, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message dans le canal privé, il n'y a aucun problème. Si jamais cette partie, vous avez, parce que j'ai quand même pas mal dû réécrire à certains moments, j'ai dû pas mal me reprendre, là c'était le mot que je cherchais, j'ai dû pas mal me reprendre. Si ça influe sur la qualité de la compréhension, si du coup vous n'avez rien pigé concrètement en fait, vous n'avez rien pigé, envoyez-moi un message, s'il faut je referai une vidéo en essayant d'être plus clair. Et puis du coup je vous souhaite à tous une excellente journée. Alors bien sûr, bon vendredi c'est férié, mais bon vous ça vous concerne pas vu qu'on n'a jamais maths le vendredi. Hein. Donc du coup, profitez de votre week-end de 3 jours. Profitez-en pour faire par exemple, je sais pas moi, l'enseignement scientifique. Alors je rappelle, l'enseignement scientifique c'est pas noté, vous n'allez pas à me le rendre, hein, juste vous faites les exercices. Et puis du coup nous on se retrouve lundi pour la suite et la fin de ce chapitre qui concerne en fait l'étude de la fonction cosinus et sinus. Pour ceux qui veulent prendre de l'avance, vous avez juste à regarder ce qu'on va voir, puisque le cours, je le répète, il est sur Mathétique. Je m'inspire vraiment, enfin je prends le cours, c'est pas je m'inspire, je prends le cours de Monsieur Monka qui est sur Mathétique. Et bonne journée et bon week-end les premières.